Bonjour, le très cher Nicolas. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ce début d'interview? Eh bien, je m'appelle Nicolas Aymar. Actuellement, j'ai donc 26 ans et je viens de finir ma thèse en astrophysique à l'Observatoire de Paris, donc le 3 octobre, donc c'est Ouais. tout récent. Voilà, je suis un jeune astrophysicien je vais faire 2 ans au Portugal pour ce qu'on appelle du coup un postdoc. Donc, monsieur est docteur déjà à cet âge-là. C'est C'est ça, super. Ok. Donc, docteur Nicolas Aymar. Aymar. Donc là, on va pouvoir discuter Mhm. de ton métier, Avec plaisir. parce que toi, il y a trois différences entre l'astrophysique, la physique newtonienne, la physique quantique et la physique de la relativité générale, c'est ça? Alors tout ça, c'est de l'astrophysique. Ok. C'est différentes théories. Les deux principales théories modernes sont la relativité générale et la physique quantique, qui sont euh, un peu incompatibles l'une avec l'autre, mais Mhm. ce sont les deux grandes théories modernes qui chacune décrivent une partie de l'univers. La relativité générale va décrire la gravitation, mais pas que. Enfin, on peut prendre en compte d'autres forces fondamentales, mais c'est plutôt à grande échelle. C'est à l'échelle macroscopique, comme on dit, donc à l'échelle humaine, l'échelle d'un système solaire ou même à l'échelle de l'univers. La physique quantique, elle, va plutôt décrire ce qui se passe, donc le comportement de la matière à très petite échelle, vraiment à l'échelle microscopique. Donc, ce sont deux échelles très très différentes, basées sur certaines hypothèses, et ce sont ces hypothèses qui sont un peu incompatibles les unes avec les autres, et c'est qui pose le gros challenge de l'astrophysique moderne, à savoir concilier donc la physique quantique et la relativité générale. Et la physique newtonienne, c'est un autre courant en fait de la physique de la relativité générale? C'est ce qu'il y avait en amont de la D'accord. relativité générale. La relativité générale est une généralisation de la physique newtonienne. En fait, la Ok. physique newtonienne est un cas particulier, valable dans certains cas. Ok. Pour décrire la trajectoire d'une balle, par exemple, si on joue au tennis, Mhm. on n'a pas besoin de relativité générale. Ouais. On va plutôt utiliser donc la mécanique dite newtonienne. Ok. Donc pour tout ce qui est application Mécanique des terrestre de fluides, ce tous genre les de truc. jours, Ok. voilà, la mécanique newtonienne suffit. Ok. Mais même dans notre vie de tous les jours, on a quand même besoin de relativité générale, par exemple avec le cas des satellites et du Ok. GPS. Le Parce qu'il y a un GP. décalage et Parce donc que voilà, si c'est ça. le On est temps n'est dans pas le un. même. Exactement. Comme c'est dans un potentiel gravitationnel différent, Mm. comme c'est pas la même altitude, la gravité n'est pas la même. Donc du coup, il y a un effet de la gravité sur le temps. Mhm. Donc du coup, il y a un décalage temporel qui se fait. Et en fait, lorsqu'il y a les premiers satellites GPS militaires qui ont été lancés par les États-Unis au début, au départ, hein, donc, les militaires n'y croyaient pas du tout à la relativité générale. Pour eux, c'était un peu du blabla scientifique, mais les scientifiques ont insisté, mettez quand même une option, genre mettez un bouton juste pour appliquer la correction de la relativité générale Au cas où. au cas où. Donc ils ont fait ils ont fait le lancement, Mm. ça marchait pas. Ils ont appuyé sur le bouton pour faire la correction et là ça marchait. Ok. Donc ils avaient C'est- bien mis le petit bouton au cas où ils alors. avaient mis le petit bouton Ok. pour faire la correction, pour appliquer la correction, et là, enfin, tout d'un coup, paf, ça marche. Bon, la D'accord. précision n'était pas celle qu'on a aujourd'hui, hein, mais quand même, voilà, ça fonctionnait. Et je crois que c'était une dizaine de mètres près, la précision à l'époque. C'est pas mal quand même Ouais, pour c'était pas l'époque. mal, ouais. Pour Là, on l'époque, c'est pas arrive mal. à descendre à 1 mètre en précision avec le GPS, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de corrections. Plus on a de satellites, plus on est précis. Et avec le système européen, je crois, qui s'appelle Galileo, pourra descendre à un dixième de mètre. De Donc précision. 10 centimètres de précision, ouais. Ouais, d'accord. C'est l'objectif, c'est ce qui Ouais. est annoncé. Encore une fois, ça reste un système avant tout Militaire. Ouais. militaire, mais c'est quand même ouvert pour le public. Ok. Ça sera utilisable par le public. Et donc là, on peut peut-être continuer sur le Mm. temps. Ouais. Parce que tu viens de parler comme quoi, avec la Mhm. gravité, etc., par rapport au GPS qui n'est pas non plus extrêmement loin de la Terre, Tout à fait. c'est comme on peut même avoir des perceptions, enfin des perceptions non, mais des différences de décalage de temps, même sur notre planète, si on est en très haute altitude ou si on est dans les profondeurs de Alors la oui, Terre. Ce c'est sera beaucoup minime. plus minime, C'est mais minime. ce Mais serait en vrai. théorie, notre tête est plus vieille que nos pieds.
Ah oui, d'accord. Ok, bah Parce que oui, 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 le temps d'accord. ne s'écoule pas de la même manière Ok. en haut de notre crâne et au niveau de là où on a nos pieds. La Donc, gravité n'est pas la même, c'est infime. c'est peut-être pour ça que les Ridicule. acrobates qui sont la tête en bas, peut-être ont un visage plus jeune que ce qu'il n'y paraît. Ouais, c'est pas. Non, D'accord. c'est forcément très Ouais, très minime. ouais, C'est totalement négligeable, mais ouais. en principe, je ne saurais pas dire l'ordre de grandeur, mais c'est vraiment totalement négligeable. Mais voilà, ça, notre tête est Et plus le vieille que nos pieds. satellite, il est à quelle distance de nous? Donc, quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Ok, Mais là, pour le coup, du coup, ça devient moins négligeable. d'accord. Parce qu'en plus, ils vont à des vitesses qui sont importantes Ouais. comparées à nous. Et même si c'est très faible comparé à la vitesse de la lumière, bah, il y a un Il y a un petit décalage. facteur. Ok. Mais Mais, l'effet dominant, c'est quand même l'effet de la gravité. mais ils vont plus vite que nous, que tu veux dire par rapport à la vitesse de rotation de la Terre ou? Oui, ouais, ils font le tour de la Terre en à peu près 1 heure et demie. Enfin, par exemple, l'ISS, qui est à 400 Ouais, km d'altitude, donc ce qu'on appelle l'orbite basse, ouais, c'est fait le tour de la Terre en 1 heure et demie. d'accord. Donc c'est pour ça que le titre du film fait sur l'ISS et par Thomas Pasquet s'appelle 17 levées de soleil. Ou, non, si ça, c'est ça, 17 levées Ok, de soleil. Parce que du d'accord. coup, Parce qu'ils voient en 17 une fois journée, en le Soleil. 24 heures, il voit Waouh. 17 levées de soleil. Ok, Parce ok. qu'elle va à peu près 28 000 km/h, la Station spatiale internationale. Donc des vitesses qu'on ne pourrait même pas imaginer. Malgré Sur que le sol, non, on est sur une planète qui va à je ne sais combien de kilomètres heure autour du Soleil, c'est etc. 30 km par seconde, la vitesse de la Terre autour du Soleil, à peu près. Ouais, et en Donc en termes. une seconde, elle parcourt 30 Ouais, km. ouais, ouais. Mais vu qu'on fait plutôt du kilomètre heure, nous, Ouais. on est à Ah ben une échelle totalement différente, quoi. faut multiplier par 3600. Ouais, ok. Je vais pas faire le calcul Ouais, dans ma on tête, va pas mais. faire le calcul, mais Et donc par rapport au temps, alors, est-ce que tu peux expliquer pour quelles raisons il y a ces décalages de temps, dû à la gravitation, par exemple? en fait, S'il y a autre chose que la gravitation, je veux bien entendre la suite aussi. il y a plusieurs effets qui vont affecter le temps. Donc la gravitation a un effet sur le temps. Donc plus on est proche d'une masse, plus du coup, ce qu'on appelle l'espace-temps. C'est pas très compliqué, c'est juste de se dire que l'espace et le temps ne peuvent pas être dissociés. Donc les deux sont liés forcément. Donc en gros, si tu es proche d'un objet massif, bah, le temps que tu vas mesurer va être différent de si tu es très très loin dans l'univers Ok. dans le vide intersidéral, quoi. Est-ce que tu pourras donner genre un exemple? Autour d'un trou noir, tu peux avoir des décalages de temps. En fait, alors, ok. Je vais donner un Ouais, exemple. parce que le trou noir, c'est très spécifique. Ouais, c'est mon sujet d'étude. Donc en gros, il y a un exemple assez connu, c'est en gros ce qu'on appelle la spaghettification quand tu te rapproches d'un trou noir. Ouais. Ah En oui, d'accord. gros, Oui, à je vois. cause de Ça de fait. Ok. l'effet de la gravité qui n'est pas le même entre la Terre et entre tes pieds et ta Mm. tête, Mhm. comme sur Terre, mais Tu vas beaucoup, beaucoup, t'allonger. beaucoup plus fort, tu Ouais. vas être complètement allongé. Ok. Et donc, si par exemple, toi, de ton point de vue, tu es attiré par un trou noir et tu tombes dans un trou noir, Ouais. donc toi, de ton point de vue, une seconde, c'est une seconde. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, tu vas te voir tomber, enfin, tu vas mourir avant de passer Ouais. l'horizon, ce qu'on appelle l'horizon, qui est la limite de, du trou noir, ce qui définit la taille d'un trou noir. Mhm. Toi, tu vas le passer, c'est pas une barrière physique, hein, tu vas juste le traverser, tu vas même Mhm. pas t'en rendre compte parce que tu es mort. Ok. Mais un observateur qui serait loin, ton pote par exemple qui est dans la fusée, lui, il va te voir tomber à l'infini. Ouais. Parce que Il te plus verra jamais tomber complètement. il te verra jamais passer l'horizon parce que de son point de vue, plus tu te rapproches de l'horizon, plus le temps est dilaté, plus le temps s'écoule lentement Ok. pour toi. Donc en fait, et la lumière va avoir de plus en plus de mal à s'échapper. Va lui falloir de plus en plus d'énergie aussi pour pouvoir s'échapper de ce potentiel gravitationnel. Et en fait, il va te voir te rapprocher de l'horizon, mais sans jamais l'atteindre, à l'infini. Alors que toi, tu l'as traversé depuis un siècle s'il faut, D'accord. mais lui il ne te verra jamais le traverser. Et parce que en fait, c'est la lumière qui doit sortir. Elle aura Parce qu'elle besoin a de trop besoin de puissance d'énergie, pour elle est sortir. déviée, Ok. surtout le temps. Par exemple, si tu as une seconde de ton point de vue, donc toi qui tombes dans le trou noir, donc entre l'instant 1 et l'instant 2, tu as parcouru une certaine distance parce que tu avais une certaine vitesse, Ouais. mais ce temps-là n'est pas le même
pour celui qui est loin parce que le potentiel gravitationnel n'est pas le même. Donc lui, tu vas te voir bouger beaucoup, va faire un déplacement beaucoup plus faible. Encore, il Ce que faudrait que toi, tu as tu pensé. émettes aussi de l'énergie Oui, il faut d'une étoile, quoi. oui, il faut, oui, mais en plus, si tu émets du rayonnement, donc enfin voilà. Ouais. C'est Ou alors que tu c'est- sois sur une étoile et qu'on puisse te capter sur l'étoile. Parce que sinon, euh, juste ton rayonnement corporel ne pourrait pas si, ça serait diffuser autant. mesurable, mais ça serait dans l'infrarouge, ça serait pas dans Ok. le visible. Mais Mais ce serait pareil en infrarouge, on ne pourrait pas te voir tomber non plus. pareil, Ok. quel que soit comment tu le regardes, Ok. le moyen pour observer l'événement, tu verras, ton pote ne te verra jamais atteindre l'horizon. Donc on ne peut pas voir la disparition des étoiles dans un trou noir, alors, quelque Pas part. entièrement, mais en fait, plus tu te rapproches de l'horizon, Ouais. plus du coup, comme je disais, l'énergie nécessaire pour les photons pour s'échapper doit être importante. Plus ils perdent de l'énergie pour s'échapper, en fait, ça ne peut pas être visible parce que du coup, les photons, bah, au final, ils n'ont pas suffisamment Mm. d'énergie et en fait, ils sont ce qu'on appelle décalés vers le rouge. Ils sont Ok. décalés à des longueurs d'onde plus grandes, Ok. des énergies beaucoup plus basses. Donc ouais, on verra, on peut pas voir de la matière tomber dans le trou noir, mais bien avant, en fait, on le verra pas parce que l'énergie que l'on peut réussir à percevoir est beaucoup trop faible. D'accord, donc on voit bien la disparition du taux d'énergie, quoi, en Oui, gros. mais c'est pas au niveau de l'horizon. En fait, on va Ouais. voir l'énergie de la source lumineuse Ouais. qui va diminuer plus elle se rapproche de l'horizon parce que du coup, le potentiel est fait D'accord. que l'énergie est plus basse. Ok. Donc du coup, au final, enfin, voilà, on a Tu très très peu verras d'énergie. plus à la On le fin. verra Ok. plus bien avant Ouais. qu'il soit au niveau de l'horizon. D'accord. Et par rapport au film Interstellar, Ouais. il y a le mot singularité Mhm. qui sortait. Et j'ai trouvé ça assez fascinant aussi. Donc Mhm. c'est pour ça qu'il y a aussi le voyage dans le temps, Mhm. etc. Mais est-ce que tu peux parler de cette définition-là? Ouais. Alors en fait, un trou noir, il est défini trou noir sans rotation, dit un trou noir de Schwarzschild, du nom Mhm. du mathématicien qui a trouvé la solution aux équations d'Einstein. Donc il est défini par une singularité. En fait, le principe, c'est que toute la masse est dans ce qu'on appelle une singularité, donc en un point ponctuel infiniment petit, qui n'a par définition aucune dimension. Mhm. C'est un peu difficile à se le représenter. Parce que nous Euh, sommes dans un environnement de 3 dimensions. ouais, Donc c'est ça. Et zéro surtout, dimension, c'est... Oui. ouais, c'est ça. C'est zéro dimension, c'est difficile à se le représenter. En fait, il faut se dire, enfin, même quand tu fais un point Ouais, sur une feuille c'est en blanche, 3D. bah, juste 2D parce que c'est une feuille. Oui, mais quand tu le regardes bien au microscope, il Ouais, y oui, il y a a... une épaisseur, donc c'est du Ouais, 3D, mais voilà, ça a une certaine dimension, une certaine ok. longueur. Même si tu fais le mieux possible pour faire Ouais, le truc le plus petit possible, bah, ça a quand même une dimension. Et là, en fait, le principe de la singularité, c'est que c'est dans un point de dimension nulle. Mais grossièrement, pour vulgariser ça, il y a une très grande masse dans un espace extrêmement petit. ok, je vois. Après, quand tu as de la rotation, quand le trou noir a de la rotation, c'est plus une singularité, mais c'est sous forme d'un anneau. En fait, toute la masse la singularité est dite annulaire, donc c'est C'est ce qu'on a une pu dimension. voir dernièrement avec James Webb, je crois. Alors Il y avait non. une photo recomposée d'un trou noir, non? C'était pas ça Alors, qu'il on y ne peut avait? pas voir ce qu'il y a à Non, l'intérieur mais d'un trou noir. l'extérieur qui était en... Ouais, alors ça, ce qu'on appelle du coup, ça peut potentiellement s'appeler un effet de lentille Ouais. gravitationnelle. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, contrairement justement à la mécanique newtonienne, où en première approximation, la lumière ne peut pas être déviée par une masse, Mhm. c'est une approximation. Euh, En relativité générale, c'est le cas. En fait, la relativité générale, c'est un changement complètement de point de vue de la gravité. En mécanique newtonienne, donc c'est une force où on dit bah, on a tel objet qui m'attire et en contrepartie, il y a une force réciproque, donc on s'attire mutuellement. Mais du coup, c'est entre deux objets massifs. En relativité générale, en fait, c'est l'espace-temps qui se tord. Donc, Ok. il n'y a plus une question de force, c'est juste une conséquence. La gravitation est une conséquence de cette courbure-là. Tu as une masse Ouais. qui va déformer ton espace-temps. Donc, tu prends un tissu Ouais, je vois. flexible. Ouais. Sur Tu mets une boule. l'expérience, tu mets une boule de Mm, pétanque, ça va le tordre et ensuite tu balances une bille. mm, Et à cause de la courbure, à cause de l'espèce de puits que ouais. ça fait, du coup, la bille va tourner autour d'une boule de pétanque. Donc là, c'est vraiment un changement de point de vue. Mhm. Et du coup, c'est valable pour des planètes autour d'étoiles,
c'est valable pour de la matière autour d'un trou noir, mais c'est aussi valable pour la lumière. La Ouais. lumière va aussi subir cette courbure. Donc en fait, elle va être déviée. Mhm. Et en fait, ce qui se passe dans le cadre de ces observations dont tu fais référence, donc d'un anneau, ce qu'on appelle un anneau d'Einstein, c'est qu'on a un objet, une étoile par exemple, en arrière-plan. Entre cette étoile et nous, il y a un trou noir. Et en fait, la lumière émise par cette étoile va être déviée. Donc il y a la lumière qui va directement dans le trou noir. Mais initialement, de la lumière qui allait ailleurs, Mm. genre vers le haut, ben, à cause de la présence du trou noir, elle va être déviée, elle va être ramenée vers l'observateur. Et ça, dans Ok, toutes les directions. Donc en fait, d'accord. tu vois l'étoile qui est derrière, mais partout, tout autour. Et ça, c'est caractéristique, du coup, la taille de cet anneau d'Einstein est caractéristique de la masse du trou noir. D'accord. Et encore plus fou, c'est que cet effet, c'est valable du coup pour les trous noirs, mais c'est valable en fait dès que tu as un très grand potentiel gravitationnel. Donc en fait, on peut utiliser ce qu'on appelle des super amas de galaxies. Donc dans l'univers, tu as des galaxies Mhm. qui se forment, donc ce qu'on appelle des amas. Mhm. Donc tu as des dizaines, des centaines de galaxies qui se tournent les unes autour des autres. Et tu as à certains endroits des super amas, donc vraiment une très très grande quantité de galaxies regroupées en un espace relativement faible. Relativement, ça reste quand même très On n'est vide, pas mais sur un 5 mètres carrés chambre de bonne de exactement, Paris, tout quoi. à Oui, fait. oui, oui. Mais voilà, donc là, dans ce cas-là, donc tu vas avoir une très grande masse concentrée. Et si tu as une galaxie en arrière-plan, ben, tu peux avoir le même genre d'effet. Ok. Donc on peut observer des galaxies très lointaines grâce du coup à cet effet de lentille gravitationnelle. Je crois que du coup, justement récemment, il y a eu une observation de ce qu'on appelle un quasar. Donc c'est une galaxie très lointaine. En fait, ce que l'on voit, c'est le trou noir, enfin la matière, c'est la lumière émise par la matière autour du trou noir central de cette galaxie, Mhm. donc qui était très 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 loin, donc très tôt dans l'âge de l'univers, dont la lumière a été amplifiée justement par cet effet de lentille. Initialement, on n'aurait pas pu le voir parce que la lumière est trop faible, mais là, vu qu'on a un super amas qui est convergé en fait vers nous, les rayons lumineux, ben, on voit le flux est plus important. Donc là, ah, tout d'un coup, on la voit. C'est bon. Ok, waouh. Et tu appelles ça un quasar? Ouais, Une galaxie une extrêmement galaxie lointaine? très lointaine, ouais, on appelle ça un quasar. Parce qu'il y avait quartz, c'était autre Ouais, chose. ça c'est sur la structure atomique. C'est la D'accord, structure oui, atomique. C'est pas du tout la même échelle. d'accord. En fait, quasar, ça veut dire quasi-stellar object. Ok. Donc objet quasi-stellaire. Parce qu'en fait, c'est tellement loin qu'on n'arrive pas à les résoudre et pour nous, c'est juste un point source. Ok. C'est Un petit point ouais, lumineux, c'est quoi. un point de la. Enfin, quand on observe les étoiles, en fait, on les résout pas, on peut pas résoudre la surface. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est juste un petit point. Ok. Il y a certaines étoiles qui sont très grosses et très proches. On commence à pouvoir réussir à les résoudre, donc à voir leur surface, comme le Soleil. On voit très bien la surface, on arrive à distinguer en fait deux points différents de l'étoile. C'est ça qu'on appelle résoudre en fait, c'est distinguer deux points d'une source Ok. étendue. Là, quand on ne résout pas, en fait, tout le flux est concentré dans un petit point. Parce que la taille réelle est plus petite que ce point-là. Donc en fait, on ne peut pas voir de détails, on voit juste un point. Et ces galaxies sont tellement loin que sont des points sources. Enfin, c'est des petits points, quoi. Ok. Donc en fait, on ne résout pas la galaxie, on voit juste un point brillant. Et c'est pour ça qu'au départ, on dit, ah, c'est un point ponctuel, on ne savait pas trop ce que c'était. Ça On peut être faisait un artefact, mais non. ouais, juste Ouais. peut-être une étoile. Mm. Je crois qu'au début, ils pensaient, enfin, c'était possible que. Enfin, ils pensaient que c'était une étoile, mais très peu lumineuse. Et en fait, quand ils ont regardé le spectre, donc la composition de la lumière, et donc la composition de la source, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était une source qui était très, 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 très lointaine. Donc, ça veut dire que sa luminosité est extraordinairement élevée. Et quand je dis extraordinairement Par élevé, rapport à c'est la plus. distance. Enfin, vu que c'est loin, ça nous Ouais. paraît faible, mais ça veut dire que si c'est loin, ça veut dire que c'est très lumineux. Mm. En fait, les quasars, ça peut représenter plusieurs milliers de fois la luminosité de toute la galaxie, de toute notre Ok. galaxie. La luminosité de toute notre galaxie. C'est Ok. 1000 fois supérieur à ça. Ok. Donc, c'est des sources qui sont très lumineuses, mais comme elles sont très loin, en fait, elles sont très peu brillantes. Ok. Et c'est par rapport au temps que la lumière doit venir, mais plus de temps, et donc Elle met du temps et surtout, il y a l'expansion de l'univers qui ouais, fait qu'en gros, les galaxies s'éloignent s'éloigne. les unes des Ouais. autres à grande échelle. Et vu que l'espace s'étend, du coup, le photon, il perd de l'énergie. Il est Ouais. obligé de dépenser un peu de son énergie pour pouvoir continuer à voyager. D'accord. Et
par rapport, tu disais comme quoi, tu parlais de trous noirs par rapport au centre des galaxies. Ouais. Est-ce que chaque galaxie a un trou noir à son centre? A priori, toutes les galaxies structurées ont un trou noir en leur cœur, un trou noir supermassif en leur cœur. D'accord. Les galaxies irrégulières, non, parce que du coup, c'est juste du nuage de gaz, des amas d'étoiles qui se sont formés. Il n'y a a priori pas de trou noir supermassif. Il peut y avoir des trous noirs dits stellaires, donc de la masse d'une étoile, mais pas de trou noir supermassif. Mais a priori, pour l'instant, c'est la supposition, c'est une supposition. Enfin, on a remarqué qu'il voilà, il y avait des trous noirs dans quasiment toutes les galaxies structurées, donc on suppose qu'il y a un trou noir supermassif au cœur de chaque galaxie structurée. C'est pour ça qu'elles peuvent paraître très symétriques aussi. Alors en fait, le trou noir va avoir une influence proche de lui, va avoir une très très grande influence proche, donc dans ce qu'on appelle le cœur de la galaxie. Dans le cas le bulbe lumineux. dans le cas de la Voie lactée, c'est ce qu'on appelle le bulbe galactique. Mais plus tu t'éloignes, plus en fait le trou noir n'a aucune importance parce que il y a quand même beaucoup d'étoiles, il y a quand même beaucoup de gaz et il ne devient plus dominant en fait. La masse de tout le bulbe, ce n'est pas le trou noir, c'est quand même beaucoup d'étoiles, beaucoup de gaz, donc c'est ça qui va diriger du coup la trajectoire des étoiles et notamment surtout la matière noire. D'accord. Parce que ce qu'on a pu constater, c'est que du coup, si on a la mécanique newtonienne, donc, ou même la relativité générale, mais dans ce cas-là, les effets de la relativité générale sont trop faibles, donc ce n'est pas utile de prendre en compte la relativité générale dans le cas qu'on va discuter là. Donc la mécanique newtonienne suffit. Donc si on prend du coup la masse que l'on peut observer, donc avec la masse de gaz, la masse d'étoiles, on peut à partir de la luminosité des étoiles déterminer la quantité, enfin à partir de la luminosité de la galaxie, estimer la masse des étoiles qu'il y a, estimer la masse de gaz, et donc du coup on peut savoir quelle est la masse de telle ou telle galaxie. La masse dite baryonique, donc qui fait de la lumière visible, qui est liée à la matière classique visible. Donc la masse visible. Voilà, exactement, Okay. ce qu'on va appeler la masse visible. Okay. Et donc si on trace du coup quelle devrait être la vitesse de rotation des étoiles par rapport à la masse qu'il y a au cœur, ou même si tu veux généraliser par rapport à la masse de la galaxie, en fait on se rend compte qu'au cœur c'est bon, ça va très bien, donc ça augmente linéairement parce que c'est ce qu'on appelle une rotation solide. Le tout, à cause du fait que toute la matière est concentrée, c'est presque une rotation solide, comme une boule, tu la fais tourner sur elle-même, c'est la même rotation. Mais au bout d'un moment, donc, plus tu t'éloignes, plus du coup, comme dans le système solaire, la vitesse devrait être faible. Et en fait, il n'y a pas ce qu'on constate. On constate qu'elle n'augmente pas, mais elle reste à peu près la même. Okay. Elle décroît, mais très très légèrement. C'est ce qu'on appelle un plateau en fait. Donc, par rapport à ça, il y a deux conclusions. Soit il y a beaucoup plus de masse que ce que l'on pense, soit nos théories sur la gravitation sont fausses. Ouais. Donc ça a mené, dans le premier cas, à la création, l'hypothèse de ce qu'on appelle la matière noire, donc de la matière invisible qui n'émet pas de lumière visible, mais qui est présente et qui interagit par le biais de la gravitation. Donc c'est la masse manquante dans les galaxies. C'est la même définition qu'avec matière sombre. Matière sombre, matière noire, oui, c'est la même chose. C'est dark matter en anglais. Donc c'est on traduirait ça par. Cold dark matter, la matière noire. Ça serait de la matière noire froide. Oui. Ça, c'est différentes théories de matière noire. Parce que la matière noire, ce qu'on appelle matière noire, c'est de la matière qui n'est pas visible. Après, il y a différentes théories, il y a différents modèles pour dire, OK, qu'est-ce que ça peut être en fait? Parce que la nature de la matière noire est un peu inconnue. Il y a différents modèles dont la matière noire froide fait partie. Okay. On revient après là-dessus si tu veux. Et donc l'autre possibilité, c'est que du coup, il n'y a pas de matière noire, mais c'est juste nos lois de la gravitation qui sont fausses. Dans ce cas-là, ça a mené à ce qu'on appelle aux théories de gravité modifiée, de gravitation modifiée, comme la théorie monde, par exemple, M-O-N-D. C'est une théorie qui dit qu'en gros, les équations de la gravitation newtonienne sont incomplètes en fait. Il faut rajouter un terme qui est totalement négligeable dans la plupart des cas, sur Terre, pour les planètes autour des étoiles. Mais quand tu veux... à chaque fois, quoi. De quoi? Il faudrait rajouter un facteur. Ouais, mais celui-là serait négligeable dans ce cas-là. Okay. Mais quand tu l'appliques à grande distance, en fait, quand tu vas avoir, du coup, quand tu prends l'échelle d'une galaxie, là, ce terme est non négligeable
Et c'est ça qui expliquerait du coup le fait que la vitesse des étoiles loin, au bord des galaxies est plus importante que ce à quoi on s'attendrait. D'accord. Donc c'est une théorie, donc ce sont deux théories qui sont un peu en compétition. Personnellement, je penche plutôt pour la matière noire parce qu'on a observé une galaxie qui était totalement dépourvue de matière noire, a priori, où la Ok. courbe de rotation correspond exactement à la vitesse dite newtonienne. Donc cette observation, c'était il y a déjà quelques temps, je dirais 1 ou 2 ans. Il y a besoin de plus d'études et si on voit d'autres galaxies dans ce cas-là qui confirmeraient du coup cette détection, ça serait pour moi un argument pour dire ben non, il y a la théorie monde qui dit que c'est une gravité modifiée, Elle elle n'est pas fonctionnerait bonne pas. parce que du coup, comment expliquer cette absence de... Donc il existe une galaxie qui est totalement dépourvue de matière sombre ou il Ouais, y en c'est aurait ça. Il y très a, il y peu? a une observation qui montre qu'une galaxie est dépourvue de matière noire. Après, c'est une seule Et matière noire observation, et trou noir. deux choses différentes. Ouais, mais dans le trou noir, il ne peut pas y avoir de matière noire. On ne sait Potentiellement. pas. On ne sait pas. Enfin, Ok. un trou noir en fait est défini uniquement par sa masse. Qu'elle soit baryonique, matière noire, ce que tu veux, c'est seulement sa masse qui compte. Enfin, trois paramètres. C'est une hypermasse, quoi, en gros. Ouais, c'est un concentré de masse. Quelle Ok. que soit la nature, c'est un concentré de masse. Il y a un autre paramètre, c'est sa rotation. Il en existe un troisième qui est la charge électrique. Mais bon, c'est principalement masse et rotation. Ok. Tu peux entièrement décrire un trou noir grâce à ces deux quantités-là. Parce qu'on se fait pas mal d'histoires fantaisistes, etc., avec Mhm. le trou noir, comme quoi ça pourrait par exemple être un trou de verre, Mhm. il pourrait y avoir, on pourrait se déplacer dans le temps avec, comme Mhm. dans Interstellar, Ouais, quand il se alors déplace, etc. voilà, Interstellar est un Mais très bon film. par rapport à Scientifiquement ça, parlant, il y a beaucoup on de choses serait qui mort sont pas déjà mal. depuis longtemps avec ça, et avec l'annihilation surtout, parce que un trou noir, ça crée de l'énergie avec de la matière, ça transforme la matière en énergie. Non? Euh, C'est pas ça le principe de l'annihilation? non, alors, enfin, masse et énergie, grâce à la fameuse formule de Ouais. Einstein, E Oui, égale E égale mc2, mc2. dit que masse et énergie, c'est la même chose. Enfin, Ouais. la masse correspond à une certaine quantité d'énergie. Mhm. Donc, tu peux faire un transfert de l'un à l'autre. Enfin, oui, voilà. Tu peux Ouais. tu peux transférer, de la matière peut devenir pure énergie et pure énergie peut devenir de la matière. Ok. Euh, Maintenant, par rapport au trou noir et par rapport à la question de trou de verre et tout, donc dans le cas d'Interstellar, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'horizon, On n'en sait rien. on n'en sait rien. Ouais. La réponse honnête, c'est on n'en sait rien. C'est même extrêmement compliqué de conceptualiser qu'est-ce qui pourrait se passer. Parce que quand tu passes l'horizon, en fait, tu as des changements de dimension. Enfin, ce qui était une dimension spatiale devient une dimension temporelle. Mhm. Et c'est de là qu'ils se sont inspirés pour le film Interstellar. C'est qu'en gros, ils le disent dans le film, gravir une montagne, c'est voyager dans le temps. Dans le trou noir, On n'en sait tel rien. que l'on le conçoit à l'heure actuelle, oui, il y a un peu cette idée-là. Mais, c'est, mais on n'a absolument aucune idée de quel serait le comportement de la matière dans de telles conditions. En fait, voilà. Pour moi, la réponse honnête, c'est tout ce qui se passe en dessous de l'horizon, même au niveau de l'horizon. Mystère complet, c'est impossible de vous dire quoi que ce soit parce que par définition, aucune information ne peut en sortir. Ok. Donc, Parce voilà, qu'on voyait comme des formes d'aspiration, de colonnes on pouvait voir par rapport au trou noir sur certaines images. à l'extérieur du trou noir, oui. À l'extérieur de l'horizon, tu peux, enfin, vu que le potentiel gravitationnel est très fort, tu vas avoir voilà, des sortes de couloirs d'aspiration. Oui. Tout ce qui, à l'extérieur du trou noir, oui, on peut Ok. essayer de savoir ce qui se passe. C'est plus compliqué que dans un laboratoire, par exemple. Et justement, ça fait partie de mes sujets de recherche. Mais c'est enfin, mon domaine de recherche. Donc, comment se comporte la matière proche d'un trou noir. Mais c'est à l'extérieur de l'horizon, à l'extérieur de ce dernier. Donc, l'impact du fort potentiel gravitationnel, mais en dehors de ce dernier. À l'intérieur, on ne peut rien dire. Pour moi, la réponse Pour le honnête, moment, en c'est tout ça. cas, pendant un certain laps de temps, si on n'a pas une révolution scientifique, on ne Ben, pourra pas le comprendre le problème, c'est truc. qu'aucune information n'en sort. Donc, même si on essaie même si on a des théories, On ne pourra pas les tester, quoi. on ne peut pas les tester parce Mm. qu'il n'y a aucune information de ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Et dans le film Interstellar, il parle de données quantiques à l'intérieur du trou noir. Effectivement, avec des données quantiques, ça pourrait du coup, on pourrait essayer d'élaborer une théorie quantique de la gravitation.
donc qui réconcilierait un peu relativité générale et physique quantique, mais sans de telles observations qui ne pourraient pas sortir dans tous les cas, C'est c'est pas impossible. possible. Mais le concept est pas mal parce que du coup, dans le film, donc, ils font ces mesures, mais comme ils disent, ils peuvent pas faire sortir de l'horizon l'information. Donc, le moyen qu'ils trouvent pour transmettre ces données, c'est à travers du coup la chambre de sa fille et encoder les données dans le mouvement de la petite aiguille. Donc, ils utilisent la gravitation pour ça. Bon, ça c'est fantaisiste, mais conceptuellement parlant, bon, pourquoi pas? Mais surtout, le fait qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas transmettre l'information hors du trou noir à travers l'horizon, ça c'est vrai, parce que l'information ne peut pas sortir. Et par exemple, par rapport au voyage temporel, Mhm. ce qu'il disait, parce que quand par exemple une boule sur un tissu fait déformer le tissu, Mhm. le seul moyen que l'on pourrait faire pour aller plus vite que la lumière, ce serait de pouvoir plier l'espace et de trouver un endroit plus proche en fait pour passer d'un espace à un autre, pour aller Est-ce que entre tu guillemets parles du plus vite. warp c'est de ça? Potentiellement, je ne Ouais, sais ce que pas si c'est... ce que tu m'évoques là, ça me fait penser à la technologie du warp, qui est souvent utilisée dans la science-fiction comme moyen pour voyager Ouais, à travers les étoiles, enfin voyager plus vite que la lumière. peut-être, oui, c'est peut-être un Et truc le comme ça. principe, c'est de créer une sorte de vague d'espace-temps où tu as une forte déviation temporelle devant, une forte déviation temporelle derrière, mais que ton vaisseau, il surfe sur cette vague-là. Donc, du point de vue de ton vaisseau, en fait, tu es même au repos, enfin, tu te déplaces pas, mais c'est l'espace autour de toi qui te fait bouger. Ok, Mais bon, c'est très théorique. ouais, et très, Euh, très Ça science-fiction. serait très science-fiction Ouais. parce que, bon, même si mathématiquement parlant, ça pourrait potentiellement être possible, technologiquement parlant, c'est Hmm. impossible. Et- Parce que on a besoin de matière exotique, donc de matière à masse négative, qui, à l'heure actuelle, on n'a aucune matière qui rentre dans ce cas-là. Et même là, du coup, tu n'as pas du coup de voyage dans le temps. Tricher un peu avec la vitesse, ta vitesse de déplacement, mais tu vas pas non plus, tu peux au maximum aller à la vitesse de la lumière. Mais c'est l'espace qui t'emporte avec lui. D'accord. Et au maximum, la vitesse de la lumière. Mais dans aucun cas, on peut dépasser cette vitesse. Ça, c'est un principe de base de la relativité générale. De faire du supraluminique, c'est Ça, impossible. c'est pas possible. Ok. Aller plus vite que la vitesse de la lumière, ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment le principe de base de la relativité générale. Par contre, du coup, là, on pourrait se dire que le voyage interstellaire est interdit parce que l'étoile la plus proche, qui est Proxima, elle est à 3,4 années-lumière. Donc, à la vitesse de la lumière, il faudrait 3,4 ans. Dans le film Avatar, d'ailleurs, c'est leur destination, hein, c'est Proxima du Centaure, et ils mettent 6 ans. Donc, ils vont déjà à une vitesse assez importante Ouais. une fraction significative de la vitesse de la lumière. Mais voilà, il leur faut 6 ans. À l'heure actuelle, avec les fusées qu'on a, même si on avait autant de carburant qu'on voulait, il faudrait 20 000 ans pour y aller. Ok. Donc voilà, la propulsion actuelle, c'est pas possible. Même avec des propulseurs à antimatière, comme c'est le cas dans Interstellar. D'ailleurs, je conseille la conférence, si tu peux la trouver, de Roland Lehoucq, qui parle justement qui analyse le vaisseau de Avatar, donc, le Venture Star, et il se dit, bon ok, on a différentes informations du film, Mhm. maintenant on va essayer de voir comment fonctionne ce vaisseau, est-ce qu'il a du sens. Cette conférence est extraordinaire, vraiment je te la Donc c'est un conseille. scientifique qui Un fait des scientifique qui analyses sur s'amuse un à film de ouais, science-fiction. pas que D'accord. Avatar, il en a fait plein. Il a Ok. fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Armageddon, je crois. Ok. Il a analysé des trucs comme ça. Enfin, même des passages de Stargate aussi. Enfin, il a vraiment analysé pas mal de films de pop culture. Et en se disant, ok, maintenant on va faire de la science avec ces images et avec ces infos. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information? Super intéressant. C'est génial. Franchement, je te le conseille. Et donc, du coup, voilà, on pourrait se dire que avec la relativité générale, le voyage interstellaire est soit impossible, soit très compliqué, Ou très long. ou ouais, très long, donc il faudrait des vaisseaux, ce qu'on appelle multigénérationnels, voilà, très très complexe. Mais il y a un moyen de raccourcir ce temps, ce qu'on appelle du coup les trous de verre, tu l'as évoqué tout à Mhm. l'heure. Ce sont des objets hypothétiques, mais qui, en principe, pourraient exister. Mais le problème, c'est qu'il peut. Enfin, il y a une théorie d'ailleurs, je crois que je ne sais pas si c'est une théorie quantique ou pas, mais j'ai entendu parler d'une théorie où en gros tu aurais des micro-trous de verre qui se forment un peu en permanence, Mhm. mais qui sont vraiment microscopiques, et en fait ils vont s'évaporer tout de suite.
Ok. Euh, Donc là, et il faudrait trouver un moyen de bah, les le agrandir et de moyen les de les stabiliser. agrandir, de les stabiliser, bah, c'est de la matière à masse négative, Ouais. La donc matière de la exotique. matière exotique, donc que l'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Donc ça pose d'autres problèmes. Ouais. Donc c'est toujours technologiquement impossible, mais là même pour le moment, c'est scientifiquement impossible Ouais. de stabiliser un trou de verre. Après, quelque part, le voyage temporel, on le vit dans un sens en étant humain. Quand on se déplace quelque part dans Mhm. l'espace-temps. Mhm. Et vu qu'on a un vieillissement, on se déplace du passé vers le Tout à présent, fait, puis vers le futur. Donc, tout quelque à fait. part, on n'a pas besoin de l'inventer pour pouvoir Après, l'expérimenter, euh, d'une on part. peut On ne peut pas revenir dans l'autre sens. on ne peut pas revenir vers le passé, Ouais. on ne peut aller que vers l'avenir, mais on n'est pas dans l'avenir. Non, On est toujours dans dans le le présent. présent, Ouais. notre présent à l'instant T et notre passé à l'instant T plus 1, Mm. quoi. Ça, c'est la vision linéaire du temps, Oui, sur laquelle est basée la physique. Pour l'instant, c'est un peu notre vision. Il y a des théoriciens qui se demandent si justement le temps est si linéaire que ça. Est-ce que c'est... bah, voilà, c'est une question. C'est une question très intéressante auquel on n'a pas la réponse pour l'instant, mais voilà. Est-ce que conceptuellement parlant, le temps est si linéaire que ça? existe-t-il vraiment? Existe-t-il vraiment dans notre Ouais, composé de nous? j'ai entendu du coup des conférences sur la question est-ce que le temps existe-t-il? Et notamment au Festival d'astronomie de Florence, sur lequel est Mm. tiré mon t-shirt, où il y a un mec qui disait du coup que du coup, le temps n'existe pas. Enfin, c'était un peu provocateur dit comme ça. Mais en fait, quand tu écoutais sa conférence et la conclusion, c'est que le temps tel qu'on le conçoit n'existe pas. Et en fait, ce serait une conception beaucoup plus complexe, beaucoup plus, Que enfin, la conception différente de base que qu'on a faite voilà, humainement, quoi. que ce que l'on a à l'heure actuelle humainement. Voilà, bon, c'était il y a un moment, je l'admets, ça date un petit peu, donc j'ai plus tous les détails en tête, mais voilà, j'avais cette phrase choc en tête. Et bon, ce serait intéressant de lui reparler hein, Ouais. de cette question. Mais voilà, ça reste une question ouverte. Il y a beaucoup de questions en science. Enfin, on ne Oui, fait mais que se c'est poser des ça. questions, C'est que des questions que des qui remises en cherchent question. à Voilà, être réfutées pour mieux être comprises tout derrière à et fait. pour améliorer de plus en plus la chose. C'est plus exactement comme la philosophie qui est plus sur des choses existentielles ou des pourquoi. Ici, c'est plus des comment, si j'ai bien compris. Les sciences. C'est ça, c'est ça. La science répond à la question comment. La question pourquoi, c'est du domaine de la croyance. Mm. Après, on croit ce qu'on veut. Enfin, la question pourquoi implique une notion de sens. Quel est le sens de telle ou telle chose? Le sens de la vie ou ce genre Ouais, de le sens choses. de la Mm. vie ou par exemple il y a souvent pour les enfants une phase où la phase du pourquoi, Mhm. où les parents doivent commencer à expliquer. Et bon, j'ai des neveux qui sont en bas âge et qui sont passés par là. Et j'essayais de leur dire non, c'est pas, je vais vous expliquer, mais c'est pas pourquoi la bonne question. La question, c'est comment. Donc je leur expliquais et après à la fin ils se disent mais oui, mais pourquoi c'est comme ça? Je dis, ben là, je peux pas te le dire, c'est comme ça, point, c'est tout. Si tu veux croire qu'il y a un Dieu qui a fait tout ça, c'est ton choix, c'est à toi de croire ça ou C'est non, sa mais croyance. c'est de la croyance personnelle. Mm. Et ça, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Parce qu'il y en a beaucoup dans la généralité qui sont dans le sens que plus on regarde et qu'on avance dans l'astrophysique, par Mhm. exemple, plus on se rapproche de Dieu. Mais c'est souvent un raccourci C'est très, un très très gros fragile. raccourci et Mais parce que c'est plutôt plus on avance dans l'astrophysique, plus on sait que on n'a pas tout compris, quoi, et ah, mais et que c'est infini, quoi. de toute façon en science, dès que tu réponds à une question, tu en as 10 autres derrière. Ouais. C'est un cliché, mais je peux t'assurer que c'est vrai. C'est impressionnant. Dès que tu réponds à une question, ok. Pourquoi, alors, du coup, pas pourquoi, mais comment ça se fait que ce phénomène a lieu là et pas là? Est-ce que c'est généralisable? Qu'est-ce qui se passe exactement à l'échelle microscopique? Enfin, voilà, il y a Mm. plein de questions ou de remettre en cause des hypothèses que tu as faites. Ou dire, ah, mais ça serait intéressant d'explorer. Enfin, voilà, c'est une question une réponse amène 10 questions. C'est Ok. vrai, c'est véridique. Et donc, par rapport au monde microscopique et macroscopique, on peut par exemple voir si on zoome à une échelle très, très petite, par Mhm. exemple des grains de sable, on Ouais. peut voir comme des pierres précieuses. Mais Mhm. tout est parfaitement orchestré. Dans le macroscopique, à l'échelle galactique, etc., on peut voir à peu près la même chose.
Mais dans notre vision actuelle des choses, on pourrait voir que, par exemple, notre société, etc., peut être chaotique de notre point de vue. Mhm. Peut-être que d'un point de vue plus haut, on verrait ça orchestré aussi. Mais comment faire le parallèle entre le microscopique et le macroscopique galactique à notre échelle purement humaine? Bah, tu parlais de chaos et d'organiser. Enfin, en soi, on dit souvent que Que la l'univers est bien nature est bien faite, organisé que la nature est bien faite. et structuré, mais il y a aussi beaucoup de chaos. Mm. Enfin, quand il y a des collisions de galaxies, parce que du coup, enfin, des fusions de galaxies, c'est des collisions, il y a aucun problème, il ne va pas y avoir de collision d'étoiles. Enfin, s'il y a des planètes dans ces galaxies, enfin, oui, il y a forcément des planètes dans ces galaxies, mais elles ne craignent rien, parce que l'espace est 90% du vide, enfin, Mm. majoritairement fait de vide, donc il n'y aura aucun problème. Mais c'est quand même des événements qui sont assez violents, même autour d'un trou noir, ou même la fin de vie des étoiles, enfin, ça peut être des Ça peut événements créer très très violents, et ça crée des trous noirs. très chaotiques. Si la masse est suffisante, ça peut créer des trous noirs, mais même si du coup la masse n'est pas suffisante, ça va créer donc des étoiles à neutrons. Mais donc, lors de la fin de vie, on appelle ça une supernova. Donc en gros, tu as toute la masse de l'étoile qui tombe sur l'étoile à neutrons qui a une surface en fer vraiment extrêmement solide. En fait, tout va rebondir et ça va Ça tout va exploser. expulser Ouais. et ça fait une énorme explosion. Mm. Ça libère une quantité d'énergie mais colossale. Donc en fait, des phénomènes dits cataclysmiques, il y en a en permanence dans Mm. l'univers. Donc en fait, oui, ça peut paraître très structuré, genre le système solaire, c'est bien structuré, il y a des planètes qui orbitent autour du Soleil, le Soleil, il orbite dans la galaxie elle est dans un amas, donc il y a sa trajectoire, etc. Donc il y a une certaine structure, mais il y a aussi beaucoup de chaos, Oui, il y a beaucoup d'inconnus aussi, beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas, que l'on ne voit pas non que l'on plus. ne voit pas, Mm. Parce que moi, je faisais par rapport à l'introspection du corps au niveau, par Mhm, exemple, cellulaire, etc. On peut voir, par exemple, qu'un corps, eh ben, c'est quand même bien fait. Il y a la peau, etc. Mais mhm. si on zoome encore, ben, plus on zoome, plus on verra de l'espace. Ouais, Comme en tu effet, disais, à on 90% de voit vide. de vide, tu Ouais. vois. Parce que même Et les atomes sont faits à majorité de de vide. vide, bah oui, même entre l'électron et l'atome en Non, lui-même, mais c'est... c'est vide, Ouais. c'est du vide. Ouais, Et le truc, c'est que on n'est pas, on peut pas encore tout expliquer sur le corps humain, sur les Mhm, neurosciences, mhm, etc. Mais on pouvait voir, j'avais vu une image, c'est nos synapses, par mhm. exemple, par rapport à une galaxie, Ouais. par rapport aux connexions qu'il y a, Mhm. ce serait immense de développer cette échelle-là de nos synapses Mhm. à grande échelle. On pourrait quelque part former une galaxie ou autre chose. C'est ce qu'on appelle grande structure de l'univers, Ouais, en fait. parce que Ce qu'on tout appelle est la toile interconnecté. cosmique, c'est ça. En fait, ce qu'on appelle la toile cosmique, donc l'univers à très 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 grande échelle. En fait, ce que l'on constate, c'est que du coup, il y a des zones où il y a une plus grande densité, il y a plus de matière, il y a plus de galaxies, qui du coup fait que ça attire les galaxies les plus proches. Et en fait, du coup, voilà, ça forme des sortes de gros noyaux qui sont reliés les uns avec les autres par des courants de matière. Pareil, enfin, les galaxies, c'est que de l'interaction gravitationnelle, hein. Mais voilà, tu as des structures comme ça qui font un peu, c'est vrai, penser à des neurones et des connexions entre les différents neurones. C'est vrai, il y a cette Similarité. similarité-là, je vais y arriver, entre du coup l'univers à grande échelle et un peu les connexions du cerveau humain. C'est vrai que Et qui c'est un peu peuvent ne troublant. pas forcément être que les connexions du cerveau, mais ça peut être les connexions aussi de la barrière intestinale qui a aussi des neurones, etc. Le cœur aussi, qui a des neurones aussi, qui font des échanges non-stop. Mais là, ici, on voit beaucoup plus les connexions neuronales. Ouais, c'est Mais vraiment entre très. là et là, par rapport à toutes les connexions qu'il y a entre ici, c'est déjà un peu plus loin et il n'y a pas forcément les mêmes connexions non plus. Non, Et et c'est c'est pour pas ça, la même vitesse. ouais, mais le truc c'est que, par exemple, quand tu parlais de l'expansion de l'univers, Mhm. il y a aussi des théories qui disent qu'il y aura une contraction aussi au bout d'un Ouais, moment. alors ça, c'est ce qu'on appelle, ce qui est l'étude de ça, donc de l'univers à grande échelle, de son évolution, c'est ce qu'on appelle la cosmologie. Ok. Et bon, récemment, la cosmologie a été un peu mise à mal par les observations du télescope James Webb, Ouais. qui a été lancé le 25 décembre 2021. Parce qu'en fait, un des buts de ces objectifs, c'était d'observer du coup l'univers très lointain, donc les galaxies très lointaines, donc très jeunes dans l'histoire de l'univers. Donc par rapport à notre Big Bang. vision, donc on a le Big Bang, une expansion extrêmement rapide, puis ce qu'on appelle l'inflation, et après voilà, une extension beaucoup plus lente.
Et au bout d'un moment, voilà, tu as les grandes structures qui se forment, tu as des galaxies qui commencent à se former, des étoiles qui se forment, qui forment des galaxies, qui évoluent au cours du temps. Donc ça, c'était un peu notre vision des choses. Et on s'attendait du coup qu'avec les observations de James Webb, les galaxies lointaines, donc très jeunes, soient peu structurées. C'est logique de se dire que voilà, même s'il y avait eu une surdensité à un endroit, il fallait du temps pour que ça se crée. On avait des modèles, on savait qu'avec les lois de la gravitation que l'on connaît, il faudrait à peu près tant de temps. Donc voilà, en observant à telle distance, on s'attendrait à observer des galaxies peu structurées. Et en fait, ce qu'on a observé, enfin, ce que James Webb a observé, c'est que ce n'est pas le cas. Elles sont déjà très très bien structurées. Il y a quasiment pas de. Enfin, j'ai pas vu les clichés à proprement parler, hein, mais il y a une grande majorité des galaxies qui sont déjà très très bien formées. Et ça, elles sont formées après avoir été en collision avec d'autres matières, etc. Potentiellement. Ouais. Potentiellement, il y a déjà eu des fusions de galaxies. Donc en fait, ça suggère que l'univers est bien plus vieux que ce à quoi on s'attendait. Et en fait, tous nos modèles cosmologiques, pour parler Sont un en train peu de changer. vulgairement, ils sont à jeter à la poubelle. Ok. Bon, Tout je veux à pas. remettre à niveau, quoi, en gros. Bah, en fait, il faut tout pas reprendre à zéro, mais il faut tout réétudier parce que voilà, il y a cette observation qui est dite très contraignante parce que du coup, Elle bouleverse tout, elle a quoi. éliminé beaucoup de modèles. Mm. Donc il faut voir de nouveaux modèles. Donc ça va être un point de départ pour l'élaboration des nouveaux modèles. Mais voilà, donc c'est très contraignant. Contraignant pour le coup, en Dans le bon science, sens, ouais. c'est bon C'est sens. toujours dans le bon C'est sens. toujours dans le bon sens. Plus on a des observations qui sont contraignantes, Plus ça fait une révolution quelque part dans le plus ça domaine, veut quoi. dire que du coup, nos modèles doivent être évolués et nécessitent d'aller plus loin, Dans la d'aller précision. plus de précision. Tout à fait. Donc pour nous, plus c'est contraignant, monsieur. C'est un Oui, en peu... fait, vous êtes des masochistes. Je rigole, bien sûr. T'inquiète. Mais par rapport à ça, moi j'avais entendu, c'était Big Tears, ça s'appelait. Et je Ça crois me que dit. c'était par rapport à l'éloignement quasi continu Mhm. de l'expansion, etc., qu'au bout d'un moment, en fait, on ne pourra plus voir de lumière, quelque part. Ah, ouais, ok. Je crois que ça s'appelait comme ça. Je me souviens plus du nom La exact, donc grande peut-être que larme, c'est... ou quelque chose comme ça. Potentiellement. Ça, pour le coup, là, ce nom me dit rien, mais enfin, je vois de quoi tu parles. Et en fait, en effet, donc là, actuellement, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mm. Parce que, du coup, l'expansion de l'univers fait s'étendre l'espace. Comme tu prends un gâteau, tu fais un gâteau avec des pépites de chocolat à l'intérieur. Quand tu le mets dans le four, elles sont très proches les unes des autres, mais après, enfin, au bout d'une heure et demie, la distance entre les deux n'est pas la même parce que ton gâteau, il a gonflé. Mm. Là, c'est pareil. L'univers, il gonfle. Pour l'instant, la gravitation à l'échelle d'un amas d'une galaxie ou enfin, à l'intérieur des galaxies est supérieure à cette expansion-là. Donc, ce qui domine, c'est la gravitation. Donc, du coup, ça reste. Il y a des Mm. orbites. Voilà, ça reste structuré. Ça reste lié les uns avec les autres. Mais si l'extension devient de plus en plus rapide, ben, il viendra un moment où ben, la gravitation ne sera pas suffisante pour contrer l'expansion. Mm. Et donc, du coup, les galaxies, enfin, les étoiles entre elles vont s'éloigner les unes des autres, les planètes vont s'éloigner de leurs étoiles, jusqu'à même que, si ça, enfin, un cas extrême, Jusqu'à le refroidissement total de l'univers, en même gros. pire, c'est que du coup, les électrons d'un atome soient écartés des atomes et que même les neutrons et les Se protons qui séparent forment un noyau se séparent à cause de cette expansion. Et donc, dans ce cas-là, tu n'as plus aucune interaction. avec quoi que Là, ce soit. l'univers, il est mort. Ouais. Il ne se passe plus rien. Enfin, il n'y a que de l'expansion et il ne se passe vraiment plus rien. Il n'y a même plus de lumière parce que du coup, la lumière, c'est de l'énergie qui est libérée par un électron qui est autour d'un noyau. Par exemple, quand S'il n'y a quand plus il a trop d'énergie. d'électrons, S'il n'y a plus s'il y a plus de d'électrons, connexion entre quoi que ce soit, il n'y a voilà, plus il y d'énergie, a quoi. plus de lumière. Enfin, l'énergie, elle y sera. Il y aura toujours de Oui, l'énergie, mais elle sera répartie à différents endroits de l'espace et ils ne pourront plus interagir. interagir les uns avec Mm. les autres. Donc là, l'univers est mort, quoi. Ok. Donc ça, c'est un des scénarios, mais ce n'est pas le seul. Il y a par exemple d'autres scénarios envisagés qu'on appelle le Big Crunch, où en gros, ça se recontracte et ça reforme une singularité, et ça ferait Et ça une se sorte de répète. cycle, en fait. Mm. Une petite fractale qui se répète. Exactement. Et après, il y avait donc là, tout ce qui existe en astrophysique se base sur la base du Big Bang, sur cette étape-là ou pas? C'est pas la théorie de base. D'accord. Au contraire, enfin, la cosmologie
Oui, effectivement, l'idée de la cosmologie, l'idée de base de la cosmologie, c'est ça, c'est qu'il y a eu un Big Bang. Ok. Mais tu peux très bien faire de l'astrophysique, donc l'étude des trous noirs et de la matière qu'il y a autour, sans Sans avoir te de référer à ça. Big Bang. Ok. Ce que j'appelle ici par Big Bang, c'est le fait que l'univers est passé d'une taille nulle, Mhm. une Ouais. singularité, à un espace qui est extrêmement grand, extrêmement dilué en une fraction de seconde. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Après, comment se compose la matière? Effectivement, on dit, bon, ok, voilà, au moment du Big Bang, la matière était sous telle forme, c'était une soupe, ce qu'on appelle la soupe primordiale, donc il y avait des neutrons, des Mhm. protons, des électrons, de la lumière, des photons, il y avait de tout, tout Tout mélangé. mélangé. Mhm. Et il a fallu attendre que ça se gonfle suffisamment pour que ça puisse commencer à faire des atomes. Donc ça fait de l'hélium, puis les atomes ont commencé à fusionner entre eux, parce que c'était quand même très dense, donc ça a formé de l'hélium, etc., etc. Donc la manière dont on a d'expliquer la formation, ce qu'on appelle la formation primordiale des éléments, donc l'hydrogène, l'hélium principalement, c'est, voilà, on dit il y a tel pourcentage qui vient du Big Bang. Ok. Mais enfin, en fait, c'est juste après le Big Bang. Ok. C'est les quelques instants après le Big Bang. Donc oui, dans un sens, c'est lié à cette théorie du Big Bang, mais enfin, l'hydrogène, c'est l'hydrogène. C'est un proton avec un électron qui orbite autour, qui a des niveaux d'énergie particuliers. Voilà, ça reste de l'astrophysique, mais on n'a pas besoin du Big Bang pour Expliquer. dire, ben Mhm. voilà, on a de l'hydrogène. Mais quelle serait alors l'origine de l'univers ou de notre existence ou de tout ça en fait? C'est ça le truc. C'est que, Ça parce que c'est une bonne d'un seul question. coup, il y aurait une explosion avec beaucoup de matière qui se serait, qui interagirait après, Mhm. formerait, que ce soit de la poussière, puis après des gaz, puis Mhm. après des planètes, puis tout le tintouin. Mhm. Mais Il y initialement, a, est-ce qu'il y a autre chose que le Big Bang? Parce que par exemple, dans le trou noir, mhm. ce que tu expliquais, c'est que c'était une masse extrêmement dense et très petite. Ben, c'est une singularité, un peu On comme est le Big Bang. d'accord? Ouais. On peut Exactement. faire ce parallèle-là, ça a été fait, ça fait partie des théories, comme quoi en fait, Parce que peut-être que de l'autre côté, alors de ce trou noir, ça, ouais, peut-être que c'est une création c'est de une Big Bang théorie en en fait. fait, enfin, une des théories qui est que notre univers, c'est l'intérieur d'un trou noir, d'un Mhm. univers par an. Mhm. Et que en gros, Et que nous sommes dans un immense trou noir. on est dans un immense trou noir Mhm. avec nos lois Mhm. physiques. Et qu'il Après, existerait d'autres lois physiques différentes impossible de dire. Enfin, probablement Oui, ça ce serait serait possible. différent, mais enfin, on n'aurait aucun moyen d'avoir une information sur l'univers par an. Tout comme tous les trous noirs que l'on a dans notre univers Mhm. On n'a pas d'informations. généreraient du coup des Exactement. univers, Ouais. mais on ne pourrait pas interagir avec eux, on ne pourrait avoir aucune information à cause de l'horizon, justement, qui est d'une limite Mhm. pour laquelle l'information ne peut pas traverser. Enfin, elle peut rentrer, mais pas sortir. Ouais, donc on peut envoyer de l'information, mais on n'aura jamais de réponse. Exactement. Mais l'information est stockée sous forme de masse. Mhm. Et en fait, j'aime bien cette idée-là, personnellement, parce que on a aussi le problème de l'énergie noire, qui est la différenciée de la matière noire, hein. Mhm. C'est encore quelque chose de différent, qui du coup est responsable de l'expansion de l'univers. Ok. Ça, c'est l'énergie noire, qui est partout. C'est un peu, ça correspond pas non plus à ce qu'on appelle l'énergie du vide, mais en gros, partout, tu as de l'énergie noire qui est responsable de l'expansion de l'univers. Ok. Et donc, ça veut dire que tu as un apport constant En énergie noire. d'énergie. Ok. Constamment, tu as un apport d'énergie. Qui viendrait d'où? D'un On ne univers sait pas. par an. D'un D'un univers univers par par an, par an. exemple. D'accord. Voilà, Ok. c'est pour ça que Multivers, etc. On ouais, est. c'est pour ça que Ok. j'aime bien cette Ok. idée, parce Ouais. que du coup, ça peut. Bon, c'est extrêmement théorique, on n'a aucun moyen de le Mhm. prouver, mais c'est pas si incohérent que ça. Ça, ça, ça a le Comme, mérite d'être cohérent avec et on peut l'énergie faire ce sombre. parallèle-là avec nos parents qui nous nourrissent quand on est petit, qui nous permettent de grandir, etc., pour devenir nous-mêmes parents à la fin, et Exactement. le cycle de la vie, quoi, quelque A part. fortiori, enfin, à contrario que, bah, du coup, enfin, Ça au bout apparaisse d'un comme ça, et au bout d'un que. moment, on devient à peu près indépendant de nos Ouais, parents, mais ouais. là, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Enfin, tant qu'il y a de l'alimentation, Peut-être parce que nous sommes des bébés, que cet univers est un bébé, tout oui, mais simplement. du coup, il y a déjà des bébés dans notre univers aussi.
Oui, Donc mais voilà. beaucoup plus petits Mais du degrés coup, encore. il y a aussi une autre question, c'est que du coup, dans ce cas-là, il y a des trous noirs qui sont isolés, donc où il n'y a Mhm. aucune matière qui tombe dedans. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, les univers qui seraient à l'intérieur n'auraient pas d'apport de matière, donc tout d'un coup, ils auraient un arrêt de l'énergie noire, quoi. Enfin, Ouais, de leur énergie noire, qui ouais. serait forcément matérialisée par quelque chose de différent, bon, peu importe. Mais donc ça pourrait sous-entendre, encore une fois, c'est une théorie, Mhm. hein, il n'y a aucun moyen de vérifier. Je l'aime bien celle-là, mais bon, il y en a d'autres que j'aime bien, en vrai. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Mais ça voudrait dire que du coup, le trou noir parent est en permanence alimenté. Qu'il Ouais. y a de l'énergie qui rentre dedans pour alimenter l'énergie noire. Mais ça veut dire aussi que si ça n'a pas toujours été le cas, il peut y avoir des moments dans l'univers où justement on n'a pas eu d'énergie noire. Pour Or, fonctionner. parce qu'il n'y avait pas d'apport de matière de D'accord. notre énergie, de notre trou noir parent. Mhm. Mais du coup, ça c'est un peu, c'est très difficile à vérifier parce que du coup, tous nos modèles de cosmologie actuels, qui sont à revoir encore une fois, mais supposent que du coup, en fait, c'est une constante durant tout le temps. Ok. Il y a quelques personnes, je crois que j'ai vu quelques trucs qui disaient, et si la constante cosmologique, en fait, elle n'est pas constante, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie des différentes théories possibles parce que, enfin voilà, ceux qui font de la cosmologie élaborent beaucoup de modèles Ouais. parce qu'en fait, on a nos observations actuelles et c'est tout en fait. On a très peu d'informations sur. On arrive à peu près maintenant avec de plus en plus d'observations à tracer un peu l'histoire de l'univers, mais c'est quand même basé sur certaines hypothèses, et notamment le Mhm. fait que enfin, voilà, la constante cosmologique a été constante au cours du temps. Ça fait une évolution légèrement différente, donc un modèle différent si tu considères que c'est pas constant, etc., etc. Il n'y avait pas des différences par rapport, je sais plus où est-ce que je l'avais vu, etc. Mais c'était en gros par rapport aux lois. Reprenons là où ça a coupé. Donc, la question, c'était par rapport au fait que les lois de la physique peuvent être différentes selon la période ou selon la direction dans l'univers. Bon, le principe de la physique moderne, c'est que non, les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers et à n'importe quel moment. Les conditions peuvent être légèrement différentes, comme je te disais plus tôt, au moment de la soupe primordiale, donc très peu de temps après le Big Bang, c'était plein de particules qui étaient mélangées les unes avec les autres, donc les conditions de température, de densité n'étaient pas la même. Donc effectivement, il y avait des effets différents que ceux que l'on connaît, nous, et ce qu'on peut reproduire en laboratoire. Voilà, c'est des conditions différentes, il y a des effets différents, mais les lois de la physique, elles, sont identiques. Donc ça, c'est un principe de base, mais c'est un principe. Donc il y a certains chercheurs qui émettent l'hypothèse que potentiellement, selon l'endroit que l'on se trouve dans l'univers, bien, les lois de la physique sont légèrement différentes. Mais ça pose un problème, c'est-à-dire que du coup, si on observe une région de l'espace où les lois de la physique sont différentes, comment est-ce qu'on pourrait connaître ces lois de la physique? Donc on n'a pas Ces une lois bonne physiques. base, quoi, en Donc en fait, on gros. n'a Ouais. aucune base, donc Ouais. en fait, ça va juste nous rajouter des incertitudes, et enfin, voilà, ça nous rajouterait des erreurs dans nos données, et en fait, voilà, ce serait On ne trop. pourrait jamais s'améliorer là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas se fier aux données que l'on a de cette zone-là. Donc oui, c'est un principe, donc c'est une hypothèse de base, mais en fait, on peut pas faire de physique si on n'a pas ce principe-là, quoi. Donc c'est Sans base, on ne peut pas faire de science. exactement. Donc voilà, on part de ce principe-là que les équations de la physique sont les mêmes, quelle que soit la position dans l'univers, que ce soit dans une position spatiale ou dans le temps. Et bon, et le but, ça serait d'avoir une équation pour tout regrouper, tous les effets. Mais Pour bon, la vérité voilà. absolue, J'aime pas le terme vérité parce non? que la science c'est basé sur les mathématiques et sur l'expérimentation, mais quand même basé sur les mathématiques qui sont une construction humaine. Et Mhm. en fait, la science que l'on fait, on fait une approximation du réel. Et donc en fait, or la vérité, elle, c'est objectif. Hmm. C'est pas Or que nous, subjectif. Ouais. la science qu'on fait est forcément subjective parce que c'est basé sur une construction anthropique. Donc, par essence, par définition, on peut se rapprocher de la vérité, mais sans jamais l'atteindre. Hmm. Voilà, c'est. Et si par exemple l'univers est fait de sorte à ce que toutes les croyances que l'on peut avoir Mhm. sont entre guillemets réelles, Mhm. celui d'un chercheur, il va toujours vouloir chercher
donc il aura toujours matière à chercher. Oui, parce que on peut Sinon, il n'y toujours, aurait pas de mystère, sinon en fait, dans nos vies, en fait. on peut toujours aller plus loin. On peut toujours chercher une nouvelle précision. Et même, Mais même dans cette précision-là, il va y avoir tout un nouveau tas de questions. c'est ça, mais surtout parce on fait toujours des hypothèses. Alors on peut en lever de plus en plus si nos modèles sont de plus en plus précis. Mais donc, en théorie, le Graal, donc une équation pour tout décrire, du coup là, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de mystère, vu que ça prend tout en compte, vraiment même les effets les plus infimes. C'est pour ça que par essence, c'est inatteignable parce que on a des capacités de calcul qui sont limitées. Ça augmente continuellement, mais les capacités sont quand même limitées, elles ne sont pas infinies. Donc on est obligé de faire des choix, on est obligé de faire des hypothèses. Et dans tous les cas, même si on augmente de plus en plus la précision, on ne peut pas atteindre une précision infinie. Donc par essence, on ne peut jamais atteindre une équation qui est capable de tout expliquer. Au mieux, on va avoir des équations qui vont régir différents domaines, mais voilà, on essaye, hein, mais bon, c'est un objectif inatteignable, mais qui n'est pas vain pour autant, dans Oui, le parce que sens c'est toujours utile, même par exemple même dans l'astrophysique, qui pourrait nous faire croire que c'est tellement du lointain et tellement extérieur à nos vies de tous les jours. Comme tu l'avais cité avant, le GPS, on l'utilise tous les jours. Tout à fait. Et c'est pas le seul exemple où il y a des applications vraiment directes et qu'on a dans notre quotidien. Enfin, nos smartphones, c'est de la miniaturisation. Ça a été développé par la NASA parce que ça a été nécessaire pour créer des satellites. Il a fallu tout miniaturiser. Après, ça s'est développé dans le public. Les canettes, c'est une création de la NASA. Par exemple, les dents en céramique, le matériau en céramique, c'est aussi une invention du spatial et de la NASA pour protéger les télescopes. La fibre de carbone aussi, j'imagine. La fibre de carbone, je pense pas. Je pense Non. que pour le coup, il y avait des recherches dessus, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'applications spatiales. Non, mais pas forcément de l'application spatiale, mais qui était trouvée d'abord scientifiquement parlant et après Ah oui, commercialisée bien bien plus sûr. tard. Mais là, je parle par rapport à l'astro, Ok. de l'astro par rapport à ce qu'on Ok, je vois. déboulé dans le civil. Mm. Parce que l'astro, c'est quand même un peu, comme tu disais, un peu lointain. On se dit, ouais, ils cherchent des trucs, mais jamais ça n'a aucun sens pratique, ça ne nous sert pas. J'ai envie de dire, si. Un autre exemple, c'est que du coup, on développe des télescopes de plus en plus performants, avec des techniques de plus en plus performantes, et notamment ce qu'on appelle de l'optique adaptative, qui a pour effet de corriger les perturbations de l'atmosphère en déformant un miroir. Et récemment, dans le labo dans lequel j'étais, ils ont développé ce procédé, ils ont utilisé ce procédé d'optique adaptative, donc de correction optique, pour imager le fond de l'œil de manière non intrusive. Donc avec un appareil qui du coup, parce que le problème c'est qu'on a la cornée, on a le cristallin, il y a plein de, Il y a le traitement il y a beaucoup de choses dans l'œil qui font que l'indice optique, en fait, il y a beaucoup d'aberrations, ce qu'on appelle des aberrations, beaucoup de déformations optiques, ce qui fait que c'est très difficile pour un opticien de voir réellement le fond de l'œil, enfin d'avoir une bonne résolution du fond de l'œil. Il voit un peu le fond de l'œil, mais c'est flou, quoi. Globalement, c'est flou. Et là, l'idée, c'était d'utiliser la technique de l'optique adaptative pour avoir une image parfaitement nette. Le plus pur possible. Et donc comme ça, ils ont pu réussir à voir les vaisseaux sanguins au fond de l'œil, au niveau de la rétine, sur un sujet vivant et sans intrusion. Donc sans devoir couper et aller foutre une caméra au fond. Donc de manière non invasive. Exactement. Ce qui était formidable, parce que ça avait été déjà imagé, mais sur des sujets morts. Donc là, ils ont pu le voir, comment ça se passait sur un sujet vivant. C'est une avancée quand même énorme. Donc voilà, même les développements que l'on a en astro ont des répercussions. Revenons à ce parallèle qu'on faisait tout à l'heure sur le Big Bang et sur le trou noir. Il existe, j'ai vu ça il n'y a pas très très longtemps, la théorie du trou blanc. Oui, mais du coup, en fait, dans ce que je t'ai dit tout à l'heure, donc le Big Bang, il y a la similarité, mais en fait, du coup, le Big Bang serait un trou blanc. Exactement. Parce que le trou blanc, c'est qu'il envoie de la matière. Voilà, c'est ça. Alors que le trou noir, il en absorbe. Tout à fait.
Donc voilà, dans cette idée-là, du coup, le Big Bang serait un trou blanc. Mais encore une fois, c'est une C'est théorie une parmi tant théorie. d'autres. Il y a- C'est ça ton domaine quelque part, c'est beaucoup de théoriques Ouais, ouais, de tout à base. fait. Tout à fait. Et une autre théorie que j'aime bien, c'est par rapport justement au Big Bang et tout, c'est qu'en gros, il existerait plusieurs univers parallèles et le Big Bang, en fait, serait la collision entre deux univers. Deux Imagine-toi, collisions entre deux tu as univers. donc deux Ok. univers parallèles, un qui est vide Mhm. ou pas d'ailleurs, peu importe. Et en gros, la collision des deux ferait que du coup, il y a du transfert de matière ou même juste ce qu'on a une onde de choc et du coup, ça te crée ton Big Bang et ça te fait enfin, tout ce que l'on connaît à l'heure actuelle. Ça aussi, c'est une théorie du coup qui nécessite le multivers. Mhm. Mais bon, voilà. C'est pareil, encore une fois, invérifiable. C'est invérifiable pour l'instant, mais peut-être que dans le futur, on aura des idées qui pourront dire ah, mais ça vient de cette théorie nécessite qu'on a telle observation, donc on pourrait confirmer ça. Mais Et surtout, la théorie du multivers ne vient pas de quelques années auparavant, ça date d'un certain moment déjà. oui, oui, ben en fait, dès qu'on a commencé à, enfin même, alors le mot univers veut dire tout ce qui existe. Donc en Mhm. théorie, le mot multivers n'a pas de sens. Mhm. Mais bon, c'est l'univers, Mais c'est ce qu'on entend. plusieurs différentes formes de vie, ou Euh, de formes d'univers, ou de... ben, enfin, ce qu'on entend du coup maintenant par univers, c'est notre univers, même si du coup étymologiquement parlant ça n'a pas de sens. Ouais. C'est voilà, l'univers observable ou notre espace quadridimensionnel, donc trois dimensions spatiales et une dimension de temps. Et voilà, ça c'est notre univers et tout ce qui pourrait être parallèle ou un trou noir enfant ou un trou noir parent, ça c'est d'autres univers. Ok. Mais bon, étymologiquement parlant, ça n'a pas trop de sens, mais bon, Ouais. c'est une convention, c'est une Mais convention. maintenant, la définition de l'univers dans notre pensée est différente de l'étymologie qui veut Tout à fait, tout tout à fait. dire. Ok. Et voilà, donc il y a d'autres théories qui existent. Il y a aussi des théories quantiques, la théorie quantique à boucle, où en gros le Big Bang, ce serait le passage d'un changement, correspondrait à un changement de dimension de l'univers. Et en Ok. fait, au bout d'un certain temps, tu auras un autre changement de dimension, donc ce sera un autre Big Bang, donc il y aura un autre univers. Mais j'aime bien cette C'est théorie quoi? C'est aussi. un C'est ajout de dimension à chaque fois? pas forcément un ajout, mais un changement. Donc là, on est à trois dimensions spatiales, une Ouais. temporelle, Ouais. mais potentiellement, avant le Big Bang, on était à quatre dimensions spatiales. Ok. Et comme tu n'avais aucune dimension temporelle, c'était statique. Et puis, Ok. pour X ou Y raison, Une hop, collision, par exemple? une collision, par exemple, bah, tu aurais eu une dimension spatiale qui serait passée en temporel. Du coup, là, ça te permet une évolution. D'accord. Bon, ça fait partie, c'est un peu Non, mais mêlé c'est physique intéressant. quantique, cosmologie, Ouais. donc deux théories qui sont, comme je disais tout à l'heure, incompatibles l'une avec l'autre, mais bon, C'est là c'est... la solution aussi de beaucoup de choses, c'est quand on arrive à avoir deux choses qui ont des points de vue extrêmement différents, mais qu'on arrive à avoir un point de corrélation Mhm. pour créer quelque part Ouais, mais une ça nouvelle pose matière. problème. Ça pose problème parce que si tu bases ta physique sur enfin, bases ton phénomène physique sur deux théories qui sont incompatibles l'une avec l'autre, tu résous pas le problème. Non, mais c'est pas forcément basé dessus, mais c'est au bout d'un moment trouver peut-être un point commun qui permettrait de les lier pour pouvoir en fait après améliorer en fait ces deux points de vue. Ben, la plupart du temps, la manière dont ça fonctionne et Mhm. ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver un cas limite pour chacune de ces théories Ouais. qui pourrait servir de base pour une nouvelle théorie plus avancée, plus évoluée. Et donc, il faudrait trouver un cas limite où la relativité générale ne fonctionne plus, un cas limite où la physique quantique ne fonctionne plus. Et à partir de là, dire, OK, on a ces observations contraignantes, comment on peut résoudre ça? Pour la relativité générale, ça a été ce qu'on appelle l'avance du périhélie de Mercure. Donc en fait, ce que l'on constate, c'est que Mercure, donc elle a une orbite avec une certaine excentricité, donc c'est pas circulaire, donc c'est une ellipse. Donc il y a un point le plus proche que l'on appelle le périhélie et un point le plus loin qu'on appelle l'apohélie. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que ce périhélie, donc le point où le Mercure est le plus proche du Soleil, ben, il bouge au cours du temps. Ok. Alors que toutes les autres planètes, c'est pas le cas. Enfin, ou alors, dans ce cas, plus précisément, c'est pas visible. Alors que pour Mercure, c'est significatif. Et c'est au-delà de ce que prédit la mécanique newtonienne. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ok, c'est l'influence des autres planètes. Donc il y a les calculs qui ont été faits, c'est pas suffisant. Et en fait, avec la relativité générale, on tombe parfaitement sur la bonne valeur. D'accord. Parce que c'est un effet de la relativité générale.
parce que Mercure est très proche, donc du coup, voilà, c'est un effet qui est connu, qu'on appelle du coup la précession de Schwarzschild, qui est aussi qui a été aussi mesuré pour le trou noir au centre de notre galaxie, enfin, une des étoiles au centre de notre galaxie. Donc voilà, c'est un effet qui maintenant est connu. Mais voilà, c'est expliqué par la relativité générale. Et ça a été un peu le point. euh, enfin, quand on a mesuré ça, on s'est dit, OK, ben, la mécanique newtonienne ne fonctionne plus. Donc il nous faut Ok. une nouvelle théorie de la gravitation. Et c'est là où du coup Einstein a commencé ses travaux. Enfin, Einstein et d'autres, bien sûr, mais Et que les Einstein est scientifiques de le plus manière connu, générale c'est pour ça. Mm. ont cherché à élaborer une nouvelle théorie de la gravitation parce que ben, il y avait ce cas où ça ne marchait plus. D'accord. Et donc ça fait 100 ans que l'on essaie de trouver un cas où la relativité générale ne fonctionne plus, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Elle n'a jamais été mise en défaut. Et c'est là où, malgré qu'il ait eu aucune de nos technologies actuelles Oui, et nos avancées Mhm. actuelles mathématiques, etc., comment il a pu sortir ce qu'il a sorti? c'est extraordinaire. Mm. C'est absolument extraordinaire. Tous ceux qui ont vraiment révolutionné la physique, c'est ouais, c'est avoir une illumination. Enfin, c'est un changement, c'est un tel changement, la relativité générale, c'est un tel changement de point de vue, de vision de la gravitation. Franchement, comment imaginer un tel truc? Et c'est surtout que on l'a pas mis de côté complètement. Parce que quand, par exemple, c'était pour Archimède, si Mhm. je me souviens Ouais. bien, il s'est fait buter. Oui. Ah, C'est ça ben le truc. Einstein, au début, Oui, il était très mais décrié. il est quand même resté et il a fait poser des questions à toute la communauté scientifique pour qu'il le réfute, pour tout ça, jusqu'à comprendre en fait que, en fait, il faut se pencher plus vers lui. Ben, c'est ça, mais enfin, en fait, ce qu'il y a eu aussi, c'est que du coup, il y avait les théories quantiques qui sont arrivées à ce moment-là. Et en gros, il y avait sa théorie qui avait donc des preuves, donc l'avance du périhélie de Mercure. Il y a eu aussi donc la déviation des rayons lumineux qui a pu être mesurée lors d'une éclipse totale. Donc ça, c'était deux Mm. mesures, pas irréfutables, mais presque. Et à contrario, on avait du coup la physique quantique, qui était à l'époque appelée la physique nouvelle, euh, donc avant la Seconde Guerre mondiale, euh, qui du coup commençait à émerger et qui aussi arrivait à expliquer pas mal de choses que la relativité générale ne pouvait pas expliquer. Mm. Donc il y avait un peu ces deux qui étaient en contradiction. Et d'ailleurs, Einstein a dit la fameuse phrase je crois que c'était à Bohr, qui était un scientifique du côté de la physique quantique, Dieu ne joue pas au dé. Mm. Parce que la physique quantique, c'est beaucoup de probabilités. Et bon, voilà, donc, marquant que ces deux théories étaient très incompatibles l'une avec l'autre, donc c'était très décrié, il devait y avoir des débats quand même qui étaient assez houleux, mais ouais, c'est pas de tout repos, hein, ce genre, quand il y a une nouvelle théorie comme ça qui arrive. C'est souvent très décrié au début, mais il faut persister, et tant que ça marche, bah, s'il n'y a pas mieux, Mm. bah, c'est que Ça reste la c'est base. ce qu'on pourrait prendre comme base. Mm. D'accord. Et comme ça fait 100 ans qu'on l'a pas encore mis en défaut, bah, bon, force est de constater que ça marche quand même plutôt bien. Pareil pour la physique quantique, hein, pour l'instant, on n'a aucune mesure qui la met en défaut. Mm. Donc voilà, on avance progressivement, mais il faut mettre en défaut une théorie pour aller Bah, au-delà. et Et pour qu'elle ait une valeur quelque part aussi. oui, dans un sens aussi, puisque on voit justement quelles sont ses limites, on voit son domaine d'application. Pour l'instant, le domaine d'application de la relativité générale, c'est pour tout, parce qu'on n'a pas encore trouvé de cas où ça ne marche pas. La mécanique newtonienne, on sait qu'autour d'un trou noir, ça ne marche pas. Ouais. On sait que même très proche du Soleil, ça ne marche plus. On sait que quand il s'agit de rayons lumineux proches d'une masse, ben, ça ne marche plus non plus. Donc, mais par contre, pour la vie de tous les jours, pour un calcul balistique, pour envoyer un satellite dans l'espace, ça, il n'y a pas de problème. La Newton, ça fonctionne très bien. Par contre, pour faire fonctionner le GPS, là, ça ne marche plus. C'est un peu Voilà, plus c'est compliqué. Oui. ce genre de choses. Et ce que j'avais comme pensée, c'est que on sait très bien que notre langage humain est limité par rapport Mhm. aux mots, par rapport à toutes ces choses-là. Mais le langage scientifique, quelque part, il peut l'être aussi, mais il y a peut-être un peu plus d'innovation dans ce langage-là qui peut peut-être s'améliorer un peu plus rapidement que notre langage de tous les jours. Mhm. Mais est-ce que tu as pu voir, par exemple, si tu as travaillé avec d'autres collègues d'autres parties dans le monde, etc., Mhm. qui avaient d'autres langues maternelles, s'ils n'avaient pas un fonctionnement Un schéma de autre? pensée différent? Ouais, parce qu'on on C'est peut voir que, par exemple, si on est bilingue ou qu'on a plusieurs langues, qu'on est polyglotte, on change de personnalité quand on change de langue. Donc on a un fonctionnement alors, différent. bon, je pense être pas bilingue anglais, mais presque.
Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me mets à parler anglais, enfin à réfléchir en anglais plus qu'en français, parce que enfin, c'est vraiment mon quotidien, donc vraiment, c'est vraiment imbibé. Aller jusqu'à un changement de personnalité, je m'en suis pas rendu compte. Donc peut-être qu'il Ça, faudrait demander à des c'est personnes. connu ça en neurosciences qu'il Ok. y a un changement de personnalité. Ok. Pas Ben, après, forcément peut-être que le extrêmement français et grand, l'anglais sont etc. tellement proches que du coup, ça se voit pas. Mais c'est vrai que du coup, il y a des moments où ben, je pense en anglais Mhm. et pas ma vision des choses change, mais vu que enfin, l'ordre des mots n'est pas Ouais. forcément le même, enfin, c'est vraiment une ordre de pensée, un schéma de pensée qui est un peu différent. Donc il y a une Euh, chronologie peut-être un peu différente ou un ouais, chemin ouais, un c'est peu ça. C'est bon, différent. c'est vrai que je note quelques petites différences. C'est pas énorme, mais voilà, là, c'est Mm. très subjectif. Après, je n'ai pas On n'est pas dans côtoyé on n'est pas dans de. le film Split, hein, où le gars change totalement de Oui, personnalité. bien sûr, bien Mais sûr. c'est par rapport en fait à l'origine des mots Mhm. déjà et par rapport à la culture qu'il peut y Ouais, avoir ouais. avec cette Bah, langue-là. pour l'instant, j'ai pas côtoyé de cultures suffisamment différentes Ok. pour ça. Euh, donc, je saurais pas dire, mais je vois l'effet dont tu fais référence, notamment, c'est un sujet dans le film. J'aime beaucoup les films, hein, dans le On film est tous les deux Contact, d'accord. Arrival en anglais. Pas l'avoir vu. C'est un assez récent où en gros, donc il y a des vaisseaux extraterrestres qui arrivent Mm. sur Terre, il y en a 12, et en gros, enfin, les aliens donc, sont des heptapodes, et ils essaient d'apprendre leur langage enfin, aux humains. Enfin, Ouais. il y a d'abord l'effet de traduction, Ok. d'essayer de traduire le langage. Et en fait, dans leur langage, les heptapodes, enfin, c'est pas du tout la même manière, le même schéma de pensée que les êtres humains. Et dans Mm. leur langage, en gros, ils font un symbole et comment est organisé le symbole, ça va faire, tu vas avoir des mots, mais selon leur organisation, leur position les uns par rapport aux autres, ça va faire des phrases ou des concepts différents. Ok. Donc en fait, c'est pas du tout linéaire. Et justement, c'est une linguiste, le personnage principal est une linguiste, et elle explique que du coup, si on s'immerge suffisamment dans la langue, ben, on se met à penser de la même manière que la langue. Et donc du coup, au bout d'un moment, elle se met à, enfin, comme c'est non linéaire, elle dit que pour pouvoir écrire en heptapode, il faudrait savoir exactement toute la phrase que tu veux faire pour pouvoir l'écrire en simultané. Ok. Et du coup, en fait, c'est une notion par rapport au temps. On en parlait tout à l'heure. Mais voilà. Donc du coup, en fait, pour eux, le temps n'est pas du tout linéaire. Et en fait, au bout d'un moment, elle se met à avoir des visions, mais des visions du coup du futur et du passé. Mhm. En fait, c'est ça le cadeau que font. Bon, je spoil le film. Que c'est ça le cadeau que font les heptapodes aux humains. C'est leur langage et leur manière d'appréhender le temps, parce qu'ils savent qu'ils ont vu que pour eux le temps n'est pas linéaire, que dans plusieurs centaines d'années, ils auront besoin des humains. Ok. Donc, ils les aident maintenant pour que plus tard, Il puisse les être humains aidé puissent aussi. être aidés. Et donc voilà, donc il y a ce rapport-là que j'ai bien aimé, que je trouve qu'il illustre plutôt bien ton propos. Alors pour le coup, personnellement, je ne l'ai pas encore expérimenté parce Mhm. que j'ai pas, comme je te disais, j'ai pas eu j'ai de contact avec une culture suffisamment différente pour vraiment le remarquer. Mais voilà, ce film traite cet aspect-là et je trouve que c'est un très bon film aussi. Ouais, à voir alors. Ouais, je t'écoute. Et peut-être une dernière Mhm. question qui vient de m'échapper. Oui, si, on en avait parlé la dernière fois par rapport au photon quand il Mhm. se déplace. Mhm. Vu qu'il se déplace à la vitesse de la lumière, Ouais. il n'a pas les mêmes perceptions entre guillemets que nous, Mhm. parce qu'il verrait tout en même temps. La notion de temps pour le photon n'a pas de sens. Ouais, C'est juste, ça n'existe, le temps n'existe pas pour le photon. ouais. Parce qu'il voyage à la vitesse de la lumière. En gros, c'est comme, enfin, en gros, en relativité générale, tu as le facteur de décalage temporel entre deux observateurs qui, l'un est à une certaine vitesse par rapport à l'autre. En gros, dis-toi que pour le photon, en gros, ça tend vers l'infini, ce facteur, Mhm. ce rapport. Donc en fait, toi, il s'écoule une seconde, pour lui, le photon, c'est une infinie fois seconde, quoi. Enfin, ça n'a Ouais. pas de sens, en fait. Enfin, Il sait tout passer ou rien passer en même temps, c'est même pas. non? La notion d'événement pour un photon, N'a pas de sens de non son plus. point de vue, n'a pas de sens. Ça n'a de sens que depuis un observateur. Ok. Depuis un observateur, on a un photon qui voyage à la vitesse de la lumière, donc il nous transmet une information. Donc au moment où on le perçoit, donc c'est notre présent, Mhm. il transmet l'information d'un présent, mais qui est dans le passé, Ouais. pour nous. Et pour lui, il transmet cette information.
Tu vois ce que je veux dire? Mais imaginons que c'est toi le photon. Mhm. Si tu te déplaces, par exemple, d'une allée-lumière, est-ce que tu verrais quelque chose que Bah, tu pourrais non, parce que rien même tu voir? te déplaces pas en fait. Enfin, la notion de déplacement est liée à la notion de vitesse et de temps. Mais comme le temps n'a pas de Ok, sens, la notion de vitesse n'a pas de sens, donc il n'y a ok. pas de déplacement. Du point de vue du photon, c'est extrêmement dur à conceptualiser parce que bah, comme le temps n'a pas de sens, tout est statique, en fait c'est pure énergie. Ok. Tu vois, c'est de l'énergie qui se balade à une certaine vitesse, qui est la vitesse limite. Et donc, voilà, c'est très compliqué enfin, à se conceptualiser. C'est un peu l'éternité, quelque part, mais sans Mais qu'on ait encore, forcément le concept du point de vue du photon qui pourrait vivre cette expérience-là, quoi. ouais, mais enfin, encore une fois, l'éternité C'est un sous-entend, concept. Ouais, nécessite le temps ouais, pour exister. Donc voilà, ouais. c'est vraiment très très compliqué à se le conceptualiser. Je ne saurais même pas te On est sur de la l'expliquer. métaphysique, quoi. Ah, là, en fait, c'est vouloir euh, anthropiser Ouais, quelque le chose photon, qui ne peut ouais, pas ouais, l'être. Tu vois, ouais, là, ouais, c'est vouloir essayer de donner un caractère un peu plus terre à terre à ouais, quelque chose ouais, où c'est vraiment pas possible. ouais. Là, enfin, On est je dans une réfléchis autre à dimension, quoi. comment on pourrait essayer de l'expliquer. C'est Mais impossible je pour vois, notre franchement, conscience, en honnêtement, gros. je vois pas Ouais, assez. Même moi, tu vois, conceptuellement parlant, j'accepte le fait que le temps n'existe pas. ouais. J'accepte le fait que n'importe quelle position de l'espace, pour lui, c'est la même chose. Mais C'est c'est beaucoup trop dur. différent pour notre conscience humaine. C'est ça, c'est perché. Mais pourtant, dans notre cerveau, on a des échanges de photons, de lumière, de particules, Mhm. de molécules chimiques, etc. Ouais. Donc quelque part, Ouais, mais là, il y a une vitesse, parce que du coup, ouais, ça va pas à la vitesse de la lumière. Enfin, il n'y ouais, a pas d'échange de photons, c'est une impulsion électrique ouais. qui va à une certaine vitesse. Mais Mais par c'est. exemple, je voulais dire dans le sens que, vu qu'on émet de la chaleur, Ouais. on émet de la lumière, Mhm. quelque part, Ouais. peut-être qu'on émet des photons. On émet des photons, ça c'est oui, c'est Donc clair. il y a des parties de nous qui peuvent avoir cette expérience-là, entre guillemets, Bah, mais que nous, on ne peut pas avoir et qu'on ne peut pas se non, parce représenter. qu'en fait, à partir du moment où tu crées le photon, ce n'est plus toi. Ouais, mais Enfin, ouais, ok. tu es la source, c'est vrai, mais ce n'est pas, C'est pas une partie de nous. ça ne peut pas être une partie de toi. Ok. C'est une partie de ton énergie que tu as libérée, Mhm. mais tu reçois et tu perds de l'énergie en Ouais. permanence. Donc ouais, c'est un échange. Tu reçois de l'information, tu en émets de l'information, mais cette information. Bon, il y a eu une légère coupure, donc je ne sais pas, on verra pour plus tard la suite. Mais en tout cas, merci pour ton temps Avec grand plaisir. et bonne continuation pour ton postdoc. Et Ben, je te remercie, je te souhaite aussi une bonne continuation. merci.